Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir sur scène Rafik Smati, président de l'Objectif France. Pour ce débat exceptionnel également, je vous invite à applaudir Éric Zemmour. Et j'invite également Aurélien Duchesne qui va co-animer ce débat avec moi. Merci, cher Éric Zemmour, de nous faire l'honneur et le plaisir de votre présence aujourd'hui avec nous pour la rentrée politique d'Objectif France. Nous sommes ravis de pouvoir vous accueillir pour débattre avec Rafik Smati. Alors, on ne vous présente plus, Éric Zemmour, ou peut-être, je ne sais pas. Avant de commencer ce débat, j'avais envie de poser une question à Rafik Smati. Rafik, pourquoi est-ce que vous avez invité Éric Zemmour aujourd'hui en Provence? Pour plusieurs raisons. D'abord, quand on organise 2 jours de débat, où on parle de la France et de son avenir, eh bien, j'ai estimé que Éric Zemmour était quelqu'un de ceux qui en parlaient le plus et parfois le mieux. Et donc, il était important pour moi, vous qui avez une culture historique importante, je suis moi aussi passionné d'histoire, je savais que notre échange ne pourrait être, s'agissant de la France, que constructif. Parfois peut-être divergent, nous le verrons, mais en tous les cas constructif. Et puis il y a une deuxième raison. Un point commun peut-être que nous avons, vous et moi. Je suis chef d'entreprise. J'ai réussi ma vie. Rien ne m'obligeait à sortir de ma zone de confort et à me lancer en politique. Vous êtes un journaliste bien connu, vous avez une situation, vous publiez des bouquins qui se vendent par centaines de milliers. Rien ne vous oblige de sortir de votre zone de confort. Et j'ai beaucoup d'admiration en général pour tous ceux, et ça c'est mon caractère entrepreneurial qui le dit, qui acceptent parfois de sortir de leur zone de confort et de se mettre en risque. Parce que c'est comme ça que le monde avance. Merci, cher Rafik. Je vais me permettre de vous retourner la question, cher Éric Zemmour. Pourquoi avez-vous accepté de venir débattre ici, en Provence, avec Rafik Smati? D'abord, bonjour à tous. Merci de m'accueillir ici. Vous savez pourquoi j'accepte de débattre avec Rafik Smati? D'abord parce que j'accepte toujours les débats. Je pense que c'est comme ça qu'on avance. Je pense que c'est comme ça qu'on devient plus intelligent. On se confronte, on confronte ses idées. Je vous avoue que je comprends mal les gens qui refusent de débattre avec moi. Je comprends mal leur sectarisme, leur lâcheté, leur volonté de rester entre soi. C'est quelque chose qui m'est assez étranger. Maintenant, avec Rafik, c'est autre chose. C'est que j'ai découvert Rafik Smati, on a sympathisé immédiatement. D'abord, on est pays, comme on dit en France. On vient des mêmes sources, on vient des mêmes terres. Et vous savez, moi qui crois beaucoup aux notions d'inconscient collectif, etc., je pense qu'on charrie dans son inconscient des siècles et des siècles de ses ancêtres, et de la vie de ses ancêtres, et de l'histoire de ses ancêtres. Et je pense que Rafik et moi, on a ce même inconscient. Donc on comprend les choses, on voit les choses de la même façon, on voit les choses évoluer et en fonction de notre passé et de nos origines. Et après, on le confronte, on a fait le même travail, c'est-à-dire qu'on a confronté cette histoire d'ailleurs avec le maelstrom français, avec la culture française, avec l'histoire française. Et on s'est approprié tout ça. Et donc quand on se parle, on ne perd pas de temps
vous voyez, à confronter, on confronte tout de suite des idées. On n'est pas dans deux univers différents. Et c'est ce que j'appelle, moi, des Français de branche. On est tous les deux des Français de branche. C'est-à-dire qu'on n'était pas là à la charge des lots, on n'était pas là sous Saint-Louis, on n'a pas construit la cathédrale de Notre-Dame, mais tout ça est en nous. Et on s'est approprié cette histoire. C'est ça être français. Ce que je m'évertue à expliquer depuis des années. On peut être français de n'importe où. Mais ça ne veut pas dire que la France est une terre perdue et qu'on y vient comme on est. C'est pas McDonald's, la France. Et donc on s'approprie une histoire. Sinon, on n'est pas français, qu'on le veuille ou non. Et alors avec Rafik, on comprend ça. Voilà, c'est tout. Donc évidemment, après, on peut discuter sur telle technique, telle décision, telle proposition. Après, c'est justement le plaisir d'être français, c'est-à-dire le plaisir de la conversation. Vous savez, la langue française, il faut bien comprendre ça, c'est la langue de la conversation. C'est-à-dire que c'est une langue qui est inventée pour converser dans les salons du XVIIe, du XVIIIe, chez Madame du Deffand, avec Voltaire et Rousseau qui est nul dans la conversation. C'est ça le français. Et donc évidemment, on parle français pour converser, avant même d'écrire. Moi, je suis un homme de l'écrit, j'adore écrire, mais avant même d'écrire, on est là pour converser. Et donc voilà, et donc quand Rafik me dit, viens, j'ai avec plaisir, en plus le pays est magnifique, il fait beau, c'est la fin des vacances. Donc c'est un peu toujours les vacances, quoi, voilà. Merci. Une rencontre naturelle autour de la France. Je vais laisser maintenant Aurélien introduire ce débat. Sauver la France. Vous aurez remarqué qu'il y a un point d'interrogation. Aurélien, je te laisse la parole. Merci. Sauver la France. Le terme, l'expression plutôt peut paraître assez grandiloquent, emphatique, voire messianique, parce que sauver la France est un point d'interrogation implique qu'il exista des sauveurs. Mais pour nous, le terme est approprié. Il est approprié sans doute au regard de la situation du pays, mais aussi de ce qu'on peut faire. Donc notre débat il va s'articuler autour de deux parties. La première, ce sont les urgences françaises. On en parlera après, quelles sont les principales urgences qui minent la France et qui préoccupent les Français. Et la deuxième partie est très simple et large. Quelles priorités pour la France? Quelles ambitions au pluriel pour la France? Mais avant d'introduire ce débat, on va faire, comme dans les dissertations au lycée, on va définir les termes du sujet. Pour vous, Monsieur Zemmour, Monsieur Smati, c'est quoi la France? Moi, d'abord. Ordre alphabétique, donc le Z d'abord. Bon, voilà, à l'envers alors. Ordre alphabétique à l'envers, d'accord. J'aime bien, ça me change de mon enfance. J'étais toujours le dernier à attendre comme un imbécile. Ouais, exactement. Écoutez, qu'est-ce que la France? La France, c'est des paysages, une histoire, une culture, des mœurs, une civilisation, une civilité, des rapports particuliers entre les femmes et les hommes. C'est des rapports particuliers autour de la passion, de l'amour, une conception particulière. C'est le pays de la littérature. Je pense que moi, j'ai été élevé là-dedans. Pour moi, la France, c'est des grands écrivains. C'est le pays où il y a le plus de grands écrivains. C'est inouï même. C'est inouï. Les autres, ils ont un écrivain, deux écrivains. Nous, on en a des dizaines. On se querelle autour de chacun. Il y a les pro-Balzac, les pro-Stendhal, les pro-Flaubert. Et on peut tenir des heures sur ces discussions-là. Mais moi, j'adore ça. Pour moi, la France, c'est ça. C'est aussi la beauté des monuments qui sont le produit d'une histoire, d'un génie, d'un talent. Vous savez, dans Notre-Dame de Paris, Victor Hugo explique comment ceux qui ont construit la cathédrale sont anonymes. C'est-à-dire qu'ils sont comme les ingénieurs, comme les ouvriers, aucun nom n'est connu. Et alors, pour Victor Hugo, qui est l'ego même, qui est le narcissique le plus accompli de l'histoire de France, c'est quelque chose d'extraordinaire, que cet anonymat revendiqué et volontaire. Vous voyez, la France, c'est ça, c'est la beauté, c'est le culte de la beauté des monuments et la beauté des femmes. Et je trouve vraiment que toute cette histoire-là, c'est ce que je disais tout à l'heure, nous imprègne et nous oblige. C'est-à-dire que, et on parle de sauver la France, pourquoi on en est à dire qu'il faut sauver la France? C'est pas parce qu'on est fou, c'est pas parce qu'on est grandiloquent, c'est pas parce qu'on veut faire des effets de manche, mais parce qu'il y a des élites françaises qui, depuis 40 ans, ont décidé
qu'elles abandonneraient tout ce que je viens de dire. Je pense que c'est ça la vraie rupture. C'est inouï dans l'histoire de France. C'est-à-dire que dans l'histoire de France, on a eu des guerres, on est le pays des guerres civiles, on a eu des affrontements, on a toujours des élites qui choisissent le camp de l'étranger, toujours, dans toute l'histoire depuis le Moyen-Âge, mais on n'a jamais eu des élites qui disent « bon, bah allez, terminé là, le pays, on le met au placard et on passe à autre chose ». Je pense que c'est inouï et c'est ce qui explique l'immense désarroi et désespoir français. La France. Alors, sachez qu'il y a une façon de dénommer la France que je déteste. Ce sont ceux qui parlent de l'hexagone. Parce que la France n'est pas un hexagone. La France est un archipel. La France est un pays présent sur toutes les mers, sur tous les continents. La France, c'est la deuxième surface maritime du monde. Peut-être bientôt la première. La France, c'est le soleil, c'est le pays dans lequel le soleil ne se couche jamais, grâce notamment à nos outre-mer. Donc, la France n'est pas un petit pays, la France n'est pas un hexagone, la France est un immense pays, y compris au sens géographique du terme. La France, c'est aussi une histoire, avec de multiples racines qui s'enchevêtrent. Les racines chrétiennes de la France, évidemment, 496, le baptême de Clovis, des racines antiques. Nous étions hier pas loin du siège de la bataille d'Aix, menée par Caius Marius en moins 101 avant Jésus-Christ, l'une des plus belles victoires de l'armée romaine. Parce que les racines de la France sont aussi antiques, elles sont aussi celtes, mais j'ai envie de vous dire, elles sont aussi polynésiennes, et elles sont aussi méditerranéennes. Et tout le génie de la France, c'est que la France n'est pas un pays figé. C'est un pays en mouvement. C'est un pays qui évolue. La France de 2020 n'est pas la France de 2050 et ne sera pas la France de 2100. Et c'est très bien. Et le seul objet de l'engagement politique, à mon sens, c'est de se poser la question de savoir quelle France voulons-nous en 2050 et en 2100. Je discutais il n'y a pas longtemps avec un ancien ministre de l'Intérieur avec qui j'échangeais sur l'avenir de la France, et il me répondait la chose suivante, il m'a dit la chose suivante, mais enfin Rafik, aujourd'hui en politique on ne pense plus à 100 ans. Ce qui compte quand on fait de la politique, c'est les 100 jours. Et moi je lui réponds, mais regardez ce qui se passe, regardez le projet pharaonique des nouvelles routes de la soie en Chine, qui passe d'ailleurs aux portes de la France, dans les ports de Gênes et de Trieste. Regardez les États-Unis qui renouent avec la dimension de puissance et qui vont envoyer des hommes sur Mars. Et vous me dites que l'horizon de pensée de la politique, c'est dans 100 jours? Eh bien non. La France est un pays qui a un grand passé, mais c'est un pays qui doit aussi avoir un grand avenir. Et il y a, à mes yeux, un troisième point qui définit fondamentalement la France. C'est son génie créatif et entrepreneurial. Je vais partager avec vous une information que j'ai découverte il y a peu de temps, mais qui m'a vraiment fait réfléchir. Vous avez tous en tête les grottes de Lascaux, les grottes Chauvet, les grottes Cosquer, ces grottes qui abritent des figures rupestres du Paléolithique supérieur. Donc on parle d'un art qui date d'il y a plus de 30 000 ans. Partout dans le monde, environ 300 grottes de cette nature ont été découvertes. Figurez-vous que sur ces 300 grottes, 180 sont situées sur les terres de ce qu'on appelle aujourd'hui la France. Alors évidemment, il n'y a pas de relation de cause à effet, mais ça montre que le génie français est quelque chose qui ne se met pas en équation. C'est quelque chose qui ne date pas forcément d'aujourd'hui ni d'hier, mais peut-être même d'avant-hier. Et au-delà de ça, et c'est un entrepreneur qui vous le dit, la France aujourd'hui est le pays du monde dans lequel il se crée le plus d'entreprises. Il se crée plus d'entreprises aujourd'hui en France qu'aux États-Unis. Ensuite, nous avons un autre problème, dont on parlera peut-être tout à l'heure, c'est pourquoi les entreprises que nous créons ont du mal à grossir. Et ça fait partie des gros verrous qui plombent aujourd'hui notre pays. Et je terminerai ce propos en vous parlant d'une anecdote. J'échangeais, là aussi, dans le cadre de mes voyages professionnels, avec un grand patron de la Silicon Valley,
patron d'une boîte que vous connaissez tous, et je lui posais la question suivante. Je lui dis, mais si tu devais un jour déménager dans un autre pays, donc tu quittes ton pays, si tu mets de côté toute considération sociale et fiscale, dans quel pays du monde tu irais t'installer? Et il m'a répondu immédiatement, mais la France. Parce que vous êtes le plus beau pays du monde, vous avez une culture, vous avez une histoire, vous avez une gastronomie, vous avez des paysages, vous avez un art de vivre. Et je lui dis, mais alors, vas-y. Il me dit, non. Tu as vu ton cadre réglementaire, tu as vu ta fiscalité? Non, je vais rester là. Voilà. Donc, la France, c'est un pays qui a un potentiel immense, qui abrite un génie entrepreneurial partout, et y compris d'ailleurs dans certains quartiers dits populaires. Je suis allé récemment dans les quartiers nord de Marseille, où j'ai vu un certain nombre de choses très baroques, si je puis dire, mais j'ai vu aussi des entrepreneurs créatifs qui sont animés par des rêves et qui ne demandent qu'une seule chose, c'est de pouvoir se projeter dans l'avenir et d'entreprendre. Et qu'ils puissent enfin vivre dans un quartier tranquille où l'ordre est respecté pour qu'ils puissent enfin s'épanouir en tant qu'entrepreneurs. Donc ce génie français est partout, et une politique ambitieuse de puissance pour l'avenir de notre pays, c'est de permettre que chacun de nos jeunes puisse croire en l'avenir, puisse avoir des rêves et puisse avoir les moyens de les relever. Ne pas perdre de temps et engager tout de suite le cœur de la conversation. Rafik, tu as dit la France, elle n'est pas la même en 2020 qu'en 1900 et elle ne sera pas la même en 2050 et en 2100. Tu as tout à fait raison, mais je ne suis pas sûr qu'il faut s'en réjouir. Moi, je pense que la France aujourd'hui est en danger de mort. C'est-à-dire que, tout simplement, la démographie fait l'histoire. Je pense comme les Américains que la démographie, c'est le destin. Et aujourd'hui, la démographie, ça veut dire qu'en 2050, nous serons un pays à moitié islamique. Ça veut dire qu'en 2100, nous serons une république islamique. Ça veut dire qu'en 2050, il y aura en France une espèce de grand Liban, où il y aura des zones qui ne seront plus la France, comme c'est déjà le cas. Tu as vu que maintenant, même les organismes officiels, comme France Stratégie, comme l'INSEE, se réveillent enfin et donnent des chiffres pour permettre de mettre une réalité, de mettre plutôt des éléments intellectuels sur une réalité que tout le monde voyait. C'est-à-dire que le grand remplacement n'est pas un mythe, c'est un processus inéluctable qui, si on ne l'arrête pas, nous emportera tous. Et je le répète, dans le truc de France Stratégie, je ne sais pas si tu as vu, il y a simplement en Seine-Saint-Denis 55% des enfants qui ont des prénoms musulmans. 55%. Et la Seine-Saint-Denis n'est pas une exception. C'est dans toute la France que c'est ainsi. Même dans les terres les plus reculées, comme Limoges, ou même dans les terres comme la Bretagne, où il n'y avait autrefois pas d'immigrés, aujourd'hui, il y a une explosion de l'immigration. Et il faut bien comprendre que l'immigration assimilée, c'est très bien, mais qu'il n'y a plus d'immigration assimilée. C'est-à-dire que c'est devenu epsilonesque, l'immigration assimilée. Et qu'aujourd'hui, l'immigration crée tout simplement des immenses diasporas qui vivent comme au pays, qui sont régulés par soit les trafiquants de drogue, soit les imams, et où tout est régulé selon l'ordre arabo-islamique. Ce n'est pas un leurre, ce n'est pas un mythe, c'est une réalité. Donc, quand tu dis la France évolue, je me méfie beaucoup de ce mot. Non pas parce que je sais que toi, tu l'emploies dans un bon sens, mais depuis 30 ans, on nous a vendu comme l'inexorabilité de l'évolution. Et l'inexorabilité de l'évolution, ça veut dire l'inexorabilité de l'islamisation. Quand Jean-Luc Mélenchon parle de créolisation de la société en 2050, qu'est-ce qu'il dit? Il prend un mot qui fait plaisir, hein, on pense aux jolies martiniquaises et aux punch. Mais en vérité, c'est pas ça qui nous guette. Ce qui nous guette, c'est les voiles et les kebabs halal. C'est ça, c'est pas la créolisation, c'est l'islamisation du pays. Et il y a, je crois, là, il faut voir l'enjeu, si tu veux. Après, on peut discuter très bien, je suis tout à fait d'accord, on va discuter d'économie, on va discuter des freins qui verrouillent
les initiatives, la fiscalité excessive. Je serais ravi d'en discuter avec toi. Mais il faut bien comprendre qu'il y a une hiérarchie. Et la hiérarchie, c'est la survie du peuple français en tant que peuple français. Et ça, c'est l'essentiel. Tu comprends ? Je te donne un exemple qu'on a bien connu, toi et moi. Les pays communistes. Les pays communistes, à partir de 17 pour la Russie, à partir de 45 pour toutes les satellites de l'Est, la Hongrie, la Pologne, tous nos pays frères qu'on connaît très bien et qui ont été soudains derrière le rideau de fer, selon l'expression célébrissime de Churchill, qu'est-ce qui s'est passé ? Ils ont tout changé. Ils ont changé le système économique, ils ont changé le droit de propriété, ils ont changé le régime social, ils ont changé le régime de la santé, ils ont changé le régime scolaire, il y a eu une propagande phénoménale, marxisante, enfin on sait tout ça. Bon. Donc, ils ont été ruinés par ce régime communiste et donc par ce nouveau régime économique. Mais, il y a un mais. Quand l'Union soviétique s'est effondrée, quand le mur de Berlin s'est effondré, qu'est-ce qu'il est resté ? Il est resté le peuple russe, il est resté le peuple hongrois, il est resté le peuple polonais. Et donc ces gens qui avaient sauvegardé leur identité, en vérité, avaient à la fois tout perdu, ruine de l'économie, etc., mais ils avaient tout sauvegardé, c'est-à-dire l'identité du peuple. Nous avons fait exactement l'inverse. C'est-à-dire que nous avons, grâce à la manne américaine, du plan Marshall, des réformes économiques, etc., d'après-guerre, de ce que les Français s'étaient redressés les manches, on s'est développé économiquement, mais depuis 40 ans, on a détruit l'unité du peuple français. Et donc nous allons nous retrouver avec un peuple qui n'est plus le peuple, qui n'est plus le peuple français, avec une civilisation qui n'est plus la civilisation française. C'est-à-dire que notre enjeu de la prochaine présidentielle, on va parler d'économie et c'est très bien, mais notre enjeu c'est quelle civilisation ? Est-ce que nous vivrons dans une civilisation ? Est-ce que nos enfants, puisque Madame a tout à fait pertinemment parlé de nos enfants, est-ce que nos enfants vivront encore dans une civilisation française ? La réponse est non si on continue et si Macron est réélu. Voilà, c'est ça l'enjeu. Il ne faut pas aller chercher midi à 14h. Après, on pourra discuter, dans le cadre de cette civilisation française, de quelle économie on vit. Mais si on n'est plus dans une civilisation française, si on est passé dans une civilisation arabo-musulmane, toutes les réformes économiques seront inutiles. Et ça sera autre chose, ça sera un autre monde. Je sens que notre débat va être intéressant, cher Éric, parce que je n'ai pas la même lecture des choses. Et je vais te partager pourquoi. Les civilisations vivent et parfois meurent. Il faut absolument le signaler. Et il y a dans le monde des exemples qui vont dans ce sens-là. Mais prenons l'exemple, un exemple qui vous parlera tous, de la chute de l'Empire romain. Très intéressant, la chute de l'Empire romain, parce que souvent, on confond la cause et la conséquence. Qu'est-ce qui animait les premiers empereurs romains ? Et d'ailleurs, même avant les empereurs, Jules César, qui n'était pas un empereur. Il y avait un projet de civilisation. Le projet de civilisation de l'Empire romain, c'était de romaniser la Méditerranée. C'était un projet qui était entraînant, qui était galvanisateur, qui était positif et qui offrait une promesse d'avenir. Et d'ailleurs, ce qui est amusant, c'est qu'il y avait une barrière quasiment infranchissable, c'était celle entre pas loin du Rhin, un petit peu plus à l'est, que tous les empereurs, et y compris les plus grands, n'ont pas réussi à franchir. Et donc ça donnait un projet de société, cette perspective de conquête. Et à partir d'un moment, vous avez eu un certain nombre d'empereurs qui sont arrivés, qui ont décidé de se reposer sur leurs acquis. C'est là qu'on a commencé à construire des termes, on a renoncé au long terme, on a renoncé à la conquête, on a renoncé au désir de puissance, et c'est ainsi que Rome s'est effondrée de l'intérieur. La corruption a commencé à naître auprès des sénateurs, les jeunes ne voulaient plus s'enrôler dans la conscription. Rome, alors on a fait venir des barbares, parce que comme les jeunes ne voulaient pas s'engager dans la conscription, eh bien, on a fait venir des barbares pour peupler les armées. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé ? Les invasions barbares, auxquelles on attribue
la chute de Rome, mais les invasions barbares ne sont venues que parachever un processus de résignation et d'abandon interne. Eh bien, ce que nous vivons, cher Éric Zemmour, dans notre pays, c'est ce renoncement au long terme, c'est ce renoncement à la conquête. Nous n'avons plus aujourd'hui de projet qui est un projet fédérateur, galvanisant, qui puisse embarquer toute notre société. Et tu sais que la nature a horreur du vide. La nature a horreur du vide. Principe de Newton, quand une force s'exprime, s'exerce, il faut une contre-force. Eh bien, nous avons le devoir, et c'est par là que je veux commencer, nous avons le devoir de réarmer la France. De réarmer la France moralement, intellectuellement, philosophiquement. Nous avons le devoir d'insuffler une dynamique de civilisation, de renouer avec un mot avec lequel nous avons renoncé, qui est la puissance, parce que la France doit s'affirmer dans le concert des nations comme une nation puissance. La France doit se reposer sur sa francophonie, doit nouer un partenariat privilégié avec l'Afrique, continent dans lequel 750 millions de personnes parleront français à horizon 2050. C'est un levier de puissance, de grandeur, d'influence diplomatique, économique, culturelle. Et c'est cette France conquérante qui renoue avec l'avenir, qui est capable d'offrir à ses enfants des grands projets de conquête, qui nous permet de nous reposer sur le génie français, qui montre que, pour reprendre les mots du grand empereur, impossible n'est pas français. Si nous réussissons, cher Éric Zemmour, à insuffler cette dynamique de civilisation, eh bien, nous aurons le contre-projet qui permettra de prendre le dessus sur les idéologismes qui veulent, et en particulier l'islamisme, qui infiltre la société. Je ne crois pas en une politique où on est en mode défense. Je crois en une politique où on est en mode attaque. Attaque, c'est quoi? C'est renouer avec la grandeur, renouer avec la puissance, renouer avec l'ambition, renouer avec le projet d'une France prospère, conquérante, qui repose sur son génie créatif. Et crois-moi, avec ça, tu embarqueras tous les jeunes. C'est intéressant que tu prennes l'exemple de l'Empire romain, car je pense exactement le contraire de toi. C'est-à-dire que je pense que depuis des décennies, on essaye de nous faire croire que l'Empire romain n'est pas tombé à cause des barbares. Et on essaye de nous inventer des séries de sujets. J'ai lu toute une série dans Le Monde pendant l'été, tout à fait intéressante d'ailleurs là-dessus. Et alors, c'était très amusant parce que j'ai tout eu. On a eu l'économie, on a eu la fiscalité, on a eu le climat même, on a eu tout. Sauf que, qu'est-ce qui s'est passé finalement? C'est que les barbares sont rentrés, d'ailleurs pour des raisons humanitaires, c'est très intéressant en écho à aujourd'hui, parce qu'ils fuyaient les Huns de Attila, et que les Romains les ont laissés rentrer, et qu'ensuite ils ont gardé leurs armes, et qu'ils ont pris Rome. C'est tout. Après, on peut trouver des milliers de raisons. Et je suis d'accord avec toi, tu sais le fameux mot de Senghor, pour être colonisé, il faut être colonisable. Évidemment qu'on a nos tares, évidemment qu'on a nos défauts. Mais ce que je veux dire, c'est que tu pourras faire tous les discours offensifs du monde. Hein. Si il y a, comme aujourd'hui, 450 000 immigrés qui rentrent, pour la plupart arabo-musulmans ou africains musulmans, qui rentrent par an, sans compter les clandestins, parce que c'est ça les chiffres aujourd'hui, c'est-à-dire plus qu'une ville de Nice. Il y a la réalité, tu comprends. Il y a des gens, tu peux les emporter par un discours offensif, par un discours positif, etc. Sauf qu'il y a des réalités. J'ai parlé tout à l'heure de l'inconscient collectif. Je crois que les gens sont le produit de leurs inconscients collectifs. Et c'est-à-dire que les gens, finalement, défendent leurs racines, défendent leur civilisation. Et quand on a des gens qui viennent en masse d'une autre civilisation, sur notre sol, qui sortent de leur ère, de l'ère d'expansion de la civilisation islamique. Tu sais, avant, en Algérie, il n'y avait pas l'islam. C'était une terre romaine, c'était une terre chrétienne. Elle a été islamisée. Et maintenant, on trouve scandaleux que les Français les aient colonisés pendant 130 ans. Mais qu'est-ce qui est scandaleux? L'islam l'a colonisé depuis des siècles, depuis 1000 ans. Nous, la France, on a colonisé depuis 130 ans et on passe son temps à se repentir. Donc, il y a des guerres de civilisation, il y a des affrontements, il ne faut pas les nier. Et alors, quand tu me dis on ne peut pas emporter l'adhésion des gens avec seulement un discours défensif, pardon, Rafik,
Mais moi, je veux bien tous les discours offensifs. Mais si on meurt, ça ne sert à rien. Si on est remplacé, tous les discours offensifs sont magnifiques, ils sont positifs, ils sont enthousiasmants et ils sont justes. Mais ils ne s'adressent pas au bon peuple. Ils ne s'adressent pas à la bonne civilisation. Tu es décalé. Et donc, évidemment, si tu veux, il y a un problème. Il faut d'abord se défendre, il faut d'abord se sauver pour pouvoir ensuite attaquer. Tu sais, je finis. Il y a un truc qui m'a frappé, donc tu sais, tout le monde sait à quel point j'aime Napoléon. En 1814, il gagne toutes les batailles. Hein, et finalement, qu'est-ce qui se passe? L'armée russe et l'armée prussienne foncent sur Paris, rentrent dans Paris. Et lui, il a une armée de 30 000 hommes qui continue à gagner, mais pour rien, parce que les autres sont dans Paris. C'est exactement ça qui nous arrive. Un projet d'audace et de promesse d'avenir, tel que je le porte, cher Éric, est indissociable d'un projet d'ordre. Évidemment. Le principe même de la souveraineté nationale, c'est d'abord de se protéger de l'extérieur. Et d'ailleurs, j'observe que depuis la chute du mur de Berlin, nous avons désarmé notre défense nationale, et c'est un vrai sujet. Il faut réarmer très significativement nos armées et se préparer à l'hypothèse d'un conflit de haute intensité dans les 10, 20 ou 30 prochaines années, évidemment. Et à cet égard, la politique, c'est faire des choix, et donc il faut évidemment mettre le paquet sur notre défense nationale, renouveler nos 4 sous-marins nucléaires d'engin, avoir un deuxième groupe aéronaval, commander au moins une douzaine de patrouilleurs pour protéger nos zones économiques exclusives. Ça, c'est la protection de l'extérieur. Ensuite, il y a évidemment la protection de l'intérieur. Comme tu le sais, je travaille avec le général Bertrand Soubelet, qui est ici avec nous, l'ancien numéro 3 de la gendarmerie, et nous sommes extrêmement sensibles, vigilants, voire obsédés par la manière dont on peut faire en sorte que chaque mètre carré de notre pays soit un mètre carré de liberté. Parce qu'il en va de notre devoir. Tu sais pour qui d'abord? Pour les gens qui y vivent, qui, pour une grande majorité d'entre eux, sont les victimes d'un système de mafia qui leur met une pression dessus. Et puis alors, tu as la sécurité extérieure, la sécurité intérieure, et puis entre les deux, tu as ce qu'on appelle une frontière. Et là, évidemment, le principe de base de la souveraineté nationale, c'est d'avoir la maîtrise de la frontière. Aujourd'hui, nous n'avons aucune maîtrise de la frontière. Donc, s'il y a un sujet peut-être sur lequel on peut se rejoindre, c'est évidemment celui-ci. Une nation qui renonce à maîtriser sa frontière est une nation qui perd de sa souveraineté. Donc sur ce point-là, on est d'accord. Ensuite, je reviens à l'idée de la promesse d'avenir qui nous permettra, et nous n'avons pas le choix, parce que comme le disait Charles de Gaulle, face aux grands défis, le salut est dans la grandeur. Si on veut réussir à embarquer Mohamed, Youssef, Paul, Marie ou Jean-Baptiste dans un même projet collectif, eh bien cela passe par un réarmement, notamment éducatif. Il y a quelque chose sur lequel nous ne devons pas transiger et sur lequel nous sommes absolument en phase. Être français, en effet, c'est faire sienne les 2000 ans d'histoire de France. Ça, c'est quelque chose qui est absolument essentiel. Je ne suis pas né en France. Je suis arrivé en France, mes parents sont arrivés en France à l'âge de 2 ans. Je considère que le plus grand des Français de tous les temps est Napoléon Bonaparte. Je suis passionné y compris par le Moyen-Âge, par Napoléon Ier, mais aussi d'ailleurs, et j'en profite pour le réhabiliter, par Napoléon III, qui est celui qui a fait entrer la France dans la deuxième révolution industrielle. Être français, c'est faire corps, c'est s'inspirer de ces grands personnages, c'est reconnaître le génie de Marie Curie, de Pasteur, et c'est faire sienne toute l'histoire de France, comme j'ai presque envie de dire, de Vercingétorix à Emmanuel Macron. Voilà. Parce que quand on décide de se projeter dans la France de demain, eh bien, il faut accepter l'histoire telle qu'elle a été. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel nous nous rejoignons. Donc, principe fondamental, cher Éric. Évidemment, paquet sur le régalien. Protection extérieure, intérieure et maîtrise de la frontière. Là, on est d'accord. Ensuite,
réarmer, et ça passe évidemment notamment par l'école et par la culture, pour que chaque enfant de France puisse faire sienne les 1500 ans et s'enrichir, parce que c'est une sacrée richesse, cette histoire de France. Et puis, pardon d'insister, parce que je sais que c'est la clé, ce projet d'avenir positif, fédérateur, qui repose sur le génie français et qui nous permettra de nous affirmer en tant que puissance, parce que nous n'aurons pas le choix, cher Eric. Si la France ne s'affirme pas comme une puissance, c'est là qu'elle mourra. Tu parles de grands remplacements, je veux te parler d'un autre grand remplacement, le grand remplacement technologique. Parce que nous avons aujourd'hui un grand remplacement technologique qui est à l'œuvre, qui est en train de nous asservir. Nous sommes en train de devenir des colonies numériques des géants du web et peut-être demain des géants du web chinois, avec des sociétés qui ont des forces de frappe qui sont parfois supérieures à celles des États, qui s'octroient même un pouvoir de justice, et tu en sais quelque chose. Et donc il y a un enjeu majeur, et alors, je sais que tu n'aimes pas trop aller sur les terrains économiques, mais la question revient aussi à l'économie. Parce que si nous ne voulons pas devenir des colonies numériques des GAFA, si nous voulons être conquérants, si nous voulons être à l'avant-garde des conquêtes de demain. Les conquêtes de demain, c'est quoi? C'est le quantique, c'est l'hydrogène, c'est l'électrique, c'est le nucléaire de nouvelle génération. Eh bien, il va falloir que nous soyons offensifs et que nous ayons un modèle économique qui permette de le faire. Or, aujourd'hui, l'économie française est sclérosée, est verrouillée, avec une chape de plomb qui pèse sur nos entreprises. Comment expliques-tu qu'on ait 3 fois moins d'entreprises de taille intermédiaire en France qu'en Allemagne et 2 fois moins qu'en Italie? Comment expliques-tu que tu as 80 milliards de déficit commercial tous les ans en France? Eh bien, tout simplement parce que la France est un pays d'entrepreneurs où on crée des entreprises, mais une fois que tu as créé ton entreprise, eh bien, tu ne peux pas la faire grandir parce que tu as cet État léviathan qui se pose, qui empile les couches et qui ne se réforme pas, qui crée cette force d'inertie qui fait que nous ne pouvons pas être en mode conquête et nos entreprises ne peuvent pas être en mode conquête. Et c'est par nos entreprises que nous réussirons à conquérir, à créer, à innover et à créer un nouveau modèle pour la France de 2050. Vous me permettez, on va passer à la deuxième partie. Si vous le permettez, on va passer donc à une autre question. Parce que je voulais répondre quand même. Mais de toute façon, je vais avancer dans votre programme. Ah ouais, j'ai compris. Voilà, c'est ça. Non, mais parce que c'est très intéressant. Parce que je voudrais tordre la tête à plusieurs canards. D'abord, tu as dit je ne m'intéresse pas à l'économie. Je ne veux pas venir sur les terrains. C'est faux. J'adore l'économie. Ça m'intéresse, ça me passionne. Ce que je conteste, et je conteste vigoureusement depuis des années, c'est l'économisme. C'est-à-dire la conviction que tout n'est qu'économique. Je pense que c'est faux. Je pense qu'il y a l'économie, c'est fondamental, mais qu'il y a des choses au-dessus, qu'il y a une conception du monde, qu'il y a une conception de l'homme, qu'il y a une défense de la nation et du peuple français et de sa pérennité. Quand tu me dis il faut un projet positif, moi je vais te dire, il n'y a pas de projet plus exaltant pour moi que celui de dire qu'il faut que la France reste la France. Parce que le sujet, il est là. Il n'est pas ailleurs. Je m'évertue à te le dire depuis tout à l'heure, il n'est pas ailleurs. Le sujet fondamental, c'est que la France va disparaître. Elle va disparaître, elle va être ensevelie par une autre civilisation. Il faut regarder les choses en face. Et ça, c'est ça l'essentiel. Et ça, tu comprends, quand par exemple tu me dis, on est d'accord, et tu as tout à fait raison, on est d'accord sur l'ordre. Bien sûr qu'il faut de l'ordre, évidemment que nous sommes dans une société de désordre, pas seulement d'ailleurs sur le plan de la délinquance, mais globalement, de désordre des pensées, de désordre, etc. Mais ça, c'est encore un autre sujet qu'on abordera peut-être. Mais quand tu dis de l'ordre, il faut bien comprendre que la question sécuritaire est essentielle, mais qu'en même temps, elle n'est que seconde. Je m'explique. Pour bien répondre à la question sécuritaire, pour rétablir l'ordre, il faut comprendre à quoi on a affaire. Si on pense, comme toute la classe politique, que l'ordre répond à la délinquance, on se trompe. Nous ne sommes pas face à une délinquance. Nous sommes face à un djihad. Nous sommes face à une guerre de civilisation menée sur notre sol. Quand vous voyez l'histoire de la civilisation islamique et des rapports entre la civilisation islamique et la civilisation européenne, la civilisation islamique a toujours utilisé le pillage, les vols, les attaques pour rançonner et pour détruire les civilisations étrangères.
C'est ce qui nous arrive. Aujourd'hui, le trafiquant de drogue n'est pas un délinquant, c'est un djihadiste. Si on ne le comprend pas, on ne comprend rien. Et on ne comprend pas qu'il faut affronter cela avec la considération que, pour lui, il agit consciemment ou inconsciemment selon un schéma tracé de façon millénaire par le Coran, c'est-à-dire qu'il y a deux mondes. Il y a le Dar el-Harb et le Dar el-Islam. Le Dar el-Harb, c'est le monde de la guerre. Le Dar el-Islam, c'est le monde de l'islam. On fait la guerre pour transformer le monde-là en un monde de l'islam. C'est ça l'enjeu. Tu comprends? C'est un enjeu de civilisation. Je ferme le mot. Maintenant, pour l'économie, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est pas, tu comprends? C'est pas parce qu'on a dit qu'il ne faut pas être soumis à l'économie, c'est parce que nos élites depuis 40 ans nous disent qu'il n'y a que l'économie. Et comme ça, ils ne voient pas et ils ne traitent pas la question fondamentale de l'identité qui est en train de nous détruire et de nous ravager. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut mépriser l'économie, tu as tout à fait raison. Il faut, évidemment, il y a un asservissement technologique par les GAFA, tu as tout à fait raison. Pourquoi? Parce qu'on ne s'est pas défendu, parce qu'on a déifié le libre-échange, qu'on a abaissé nos barrières, qu'en plus on a plombé nos entreprises de charge depuis Giscard. Et tu le sais très bien, mieux que moi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu me dis, on a très peu de TI, on a beaucoup de petites entreprises. Pourquoi? Parce que nous, on taxe les successions de façon excessive, alors que les Italiens, par exemple, les taxent à 4% de façon dérisoire. Et comme ça, les entreprises italiennes peuvent se pérenniser de père en fils et se transmettre comme ça de génération en génération, alors que les petites entreprises et les moyennes entreprises françaises sont vendues par le fondateur qui, lui, vieillit et qui ne peut pas le transmettre à ses enfants parce qu'il y a trop de droits de succession. Là, par exemple, je te suis tout à fait. C'est évidemment une mesure essentielle à aligner comme ça le régime de la fiscalité de la succession des entreprises sur le régime italien ou allemand, etc. Oui, je ne dis pas que c'est ni inutile, ni inintéressant, ni inessentiel. Je ne dis pas ça. Je dis simplement qu'il faut comprendre la hiérarchie des normes. C'est tout ce que je dis. Petite. Brièvement, parce qu'on est en train de se faire remplacer les règles du débat. Brièvement, pour s'assimiler aux règles. J'entends des râles là derrière. Non, mais on est sur des bons sujets, donc merci. il faut y aller. Tu dis il faut que la France reste la France. Sauf que ce que j'essaye de partager avec toi, c'est que la France, et j'insiste, et c'est ma vision de la France, c'est un pays en mouvement. C'est-à-dire qu'il y a 1500 pages dans l'histoire de notre pays, et la question qui doit se poser, c'est on ne va pas rester sur un livre de 1500 pages. On va écrire la 1601e, 1602e et 1603e. Et la seule question, j'y arrive. Écrire en quelle langue? J'y arrive. Évidemment en français, parce que ça sera la langue la plus parlée. Moi, je te dis qu'on va pas la parler en français. Évidemment que ça sera en français, parce que ça sera la langue la plus parlée dans le monde. Non, on ne va pas la parler en français. D'abord, on va la parler dans un français de plus en plus médiocre, exactement comme le latin. Ah, mais ça, c'est un autre sujet. L'Empire romain. Ah, mais alors, et donc, ça va se dégrader. Et donc, finalement, même cette langue médiocque va être remplacée par une autre langue, qui est la langue de la civilisation arabo-musulmane. Depuis 1000 ans, c'est comme ça, tu sais. Tu lis Henri Pirenne, tu comprends comment la civilisation arabo-musulmane a remplacé toutes les autres. Elle impose son Dieu, son livre sacré et sa langue. Oui, mais c'est pas comme ça que les choses doivent se passer. C'est comme ça que ça se passe. Non, mais c'est pas comme ça qu'elles doivent se passer. Ah, bah oui, mais pourquoi? Parce que tu es en mode défensif. Mais oui. On est obligé. Toutes les batailles se gagnent en étant en mode offensif. Il y a, pour moi, je peux t'interrompre, Rafik. Non, c'est un exemple vraiment de 30 secondes. Tu parles de défense. Moi, tu sais que j'adore le foot. Je vais te dire quelque chose. Ouais. Il y a des grandes équipes offensives. Bien. Le Brésil de Pelé, la Hollande de Cruyff, la France de Platini dans les années 80. Et puis il y a des grandes équipes défensives, c'est-à-dire l'Italie par exemple, la France de 98, la France de 2018. Je fais remarquer simplement à ceux qui connaissent le football que quand la France est offensive, elle a un jeu magnifique, mais elle ne gagne pas la Coupe du Monde. Quand elle a un jeu défensif et qu'elle joue à l'italienne, elle gagne la Coupe du Monde. Pardon Eric, mais la France de Napoléon Ier, la France de Napoléon III, la France de Clémenceau, c'est une France qui gagne et qui fait rayonner le monde et qui contribue à écrire l'histoire. Ensuite, oui, mais le père et tout le 19e siècle appartient aux Anglais.
il y a... non, mais ensuite, on peut refaire toute l'histoire et on peut même commencer à 496 si tu veux. Enfin, expliquer. Je veux bien. Mais, moi, je ne mets pas le nœud gordien au même niveau que toi. Je vais te dire où je le mets. Je considère que, nous le savons, en France, c'est l'État qui a créé la nation. C'est une spécificité de notre pays, c'est l'État, notamment à travers les différents pouvoirs royaumes et impériaux également, qui ont contribué à créer, à fonder la nation française. Eh bien, pour moi, le nœud du problème vient de cette inversion où aujourd'hui l'État est devenu le problème de la nation française. L'État qui est devenu glouton, pléthorique, qui ne se réforme pas et qui fait des Français la variable d'ajustement. Comment tu expliques aujourd'hui que nos professeurs, nos infirmiers sont les moins bien payés d'Europe alors que nous avons des déficits budgétaires abyssaux? Comment tu expliques le désarroi de nos fonctionnaires, de nos forces de police? Comment tu expliques que nous avons, soi-disant, le meilleur modèle social du monde, mais que ce modèle social produit 10 millions de pauvres, 6 millions de chômeurs, 2 millions de personnes qui vont pointer au resto du cœur? Est-ce que le modèle social de cet État, c'est celui qui sacrifie les plus jeunes et les aînés? C'est celui qui fait que nos hôpitaux s'effondrent et que nos personnels soignants n'aient pas de blouse et pas de masque en période de pandémie? C'est celui qui fait qu'il faut avoir 2 mois pour avoir un rendez-vous chez un ophtalmo ou pour obtenir une IRM? La réalité, c'est que c'est l'État, par son inertie, par sa lâcheté, et notamment à travers les différents gouvernements qui se sont succédés depuis 40 ans, ont créé une inertie dans la société française qui étouffe les forces vives et qui nous empêche de nous mettre en mode attaque, en mode win, pardonne-moi cet anglicisme, et qui nous met en situation d'écrire une page de l'histoire de notre pays. Aujourd'hui, nous sommes systématiquement en mode défense. Même cette histoire de la taxe GAFA, par exemple. La fameuse taxe GAFA de Bruno Le Maire. Voilà, il y a les GAFA qui arrivent. Ouais, chouette, on va inventer une taxe. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Comme les grandes sociétés du numérique sont en situation de monopole ou d'oligopole, eh bien, on leur met une taxe. Qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont augmenté leur prix. Moi, dans mon entreprise, je dépense plusieurs millions d'euros par an chez Google. Et bien, Google m'a gentiment envoyé un mail il y a 3 semaines en me disant « Bonjour monsieur, suite aux réglementations en vigueur dans votre pays, nous avons décidé d'augmenter le prix de 2,5%. » Et donc, qu'est-ce qui va se passer, cher Éric Zemmour? Il va se passer que mon entreprise, ma PME, va perdre en compétitivité, que j'aurai moins de marge de manœuvre pour augmenter mes salariés, pour faire des investissements, etc. Voilà comment l'incurie de l'étatisme français, aujourd'hui, broie notre pays et le met en mode faible, l'affaiblit de l'intérieur, et effectivement sacrifie son avenir et le rend hermétique à tout type de déstabilisation. Je suis tout à fait d'accord avec toi là-dessus. Je pense effectivement que nous avons... en fait, le seul intérêt de cette crise du Covid, c'est, je crois, d'avoir fait prendre conscience à la masse des gens que nous étions vraiment en déclin. Auparavant, il y a 10-15 ans, les rares plumes qui écrivaient ça, j'en sais quelque chose, se faisaient insulter et traiter avec mépris de déclinistes. Je pense qu'aujourd'hui, c'est toute la France qui est décliniste. C'est-à-dire que les gens ont compris qu'on était en train de se tiers-mondiser. Et c'est ça le sujet des masques, c'est ça le sujet des respirateurs, c'est ça le sujet. Bon. Maintenant, il faut voir, effectivement, tu as raison, tu as un État obèse, je dirais surtout d'ailleurs une protection sociale obèse, encore plus que l'État. L'État, il a montré effectivement que lui aussi il avait décliné, on l'a vu, le ministère de la Santé était lamentable, les ARS ont été lamentables, on a bien vu ça, on l'a vu, c'est-à-dire qu'avant c'était théorique, là on l'a vu de façon pratique. Ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais je pense que le cœur de notre problématique, c'est d'abord la folie expansionniste des dépenses sociales. Je crois qu'on est à 750 milliards de dépenses sociales, parce que tout simplement, on distribue à la terre entière des allocations, des traitements médicaux, etc. Je ne reparlerai pas de toute l'AME, etc. Maintenant, pour le fond de l'affaire, tu as parlé d'éducation tout à l'heure et en gros d'économie. Tu as tout à fait raison. Moi, je crois qu'il y a 2 thèmes majeurs qui sont, le déclin, la décadence éducative de la France et sa désindustrialisation.
Hein, on connaît les chiffres, on n'est plus qu'à 13%, je crois, de l'industrie dans le PIB, alors que les Allemands sont à 20 ou à 25%. C'est évident que nous, là, on a vraiment, mais c'était délibéré. On se souvient ici, moi je vois mon ami Charles Millon au premier rang, on se souvient, lui et moi, des grandes péroraisons des ministres de l'époque qui nous expliquaient que l'industrie c'était fini, que on se foutait de l'industrie, qu'on pouvait tout donner aux Chinois, de toute façon ils feraient des chaussettes. Tu te souviens Charles, c'était l'expression que j'ai retenue, ils feront des chaussettes et nous on continuera à faire des Airbus. Oui, tu parles. Mais on a entendu ça lui et moi, c'est pour ça que je le prends à partie. Je le sais, je l'entends encore. Et nous, les pauvres débiles, qui disions mais vous croyez vraiment, mais enfin quand même c'est important l'industrie, on parlait même pas de chômage. On parlait simplement de compétences techniques, etc. Donc, vous voyez, donc ça, il y a eu une volonté des élites de désindustrialiser. Et l'éducation, il y a eu une volonté des élites encore de casser l'école. C'est délibéré. C'est délibéré parce que l'école transmettait la culture française, l'amour de la France, et qui donc il a fallu la briser. Et tous ceux qui ont des enfants aujourd'hui savent que l'école est devenue aujourd'hui non seulement le produit d'un abaissement culturel inouï, mais surtout d'une propagande, je pèse le mot, d'une propagande du politiquement correct. C'est-à-dire qu'on va délivrer le discours antiraciste, LGBT, féministe, climatique, etc. Et qu'on n'apprend plus du tout ce qu'on apprenait jadis, c'est-à-dire la culture française, l'amour de la France, l'histoire de France, les sciences même. Ouais. On est complètement pourri par une propagande permanente à l'école, et qui est reprise ensuite à la télévision, dans le cinéma, etc. Donc je pense qu'effectivement, il y a deux grands enjeux. Un, l'école, c'est-à-dire qu'il faut détruire tout le travail de sape des pédagogistes depuis 40 ans. D'après moi, il faut supprimer le collège unique, la réforme Abi qui a été la mère de toutes les catastrophes. Il faut remettre des classes de niveau, il faut remettre un examen d'entrée en 6e, il faut remettre simplement une école qui était la meilleure du monde. C'est quand même fou. On a pris notre école, on l'a détruit nous-mêmes de nos propres mains. C'est quand même extraordinaire. Aujourd'hui, dans les classements PISA, on est nullissime. En français comme en maths. Alors qu'on était les meilleurs, qu'on avait toutes les médailles Fields en maths, etc. Enfin, c'est complètement fou, cette histoire. Et on est là. Moi, je me souviens, et on est nombreux à s'en souvenir, dans les années 80-90, Le Monde, le journal Le Monde, faisait des grandes unes pour montrer que le niveau montait à l'école. Et ceux qui disaient le niveau baisse étaient insultés, traités de fascistes et d'imbéciles. Donc il faut effectivement... En plus, ce qui me frappe beaucoup, c'est que cette école... Parce que je sais d'avance qu'on va me dire, oui, c'est un réactionnaire, il veut l'école du passé, il veut revenir à l'école d'antan, quel imbécile, quel réactionnaire, etc. Sauf que c'est exactement l'école de l'avenir, c'est-à-dire que c'est l'école des Asiatiques. Quand vous voyez ce que font les Asiatiques, ils ne se sont pas cassés la tête, ils ont repris nos bonnes vieilles méthodes traditionnelles de l'enseignement du par cœur, de l'enseignement de l'histoire du pays, de l'élitisme forcené. Nous, on a remplacé ça par un politiquement correct et une discrimination positive. Je ne sais pas si vous avez vu ce qui s'est passé là, à cette rentrée. Il faut quand même dire le scandale de Parcoursup. Il faut dire ce scandale de Parcoursup qui a introduit un algorithme pour permettre aux gens, aux enfants des banlieues de venir dans les grands lycées parisiens et qui a chassé les enfants des quartiers parisiens et des petits-enfants des quartiers qui étaient bons élèves, etc. Il y a eu personne ne l'a dit. J'ai vu quelques articles là-dessus. Les parents se sont arrachés les cheveux. Leurs enfants étaient envoyés ailleurs. Et ça, c'est Parcoursup. Ça, c'est l'algorithme de l'éducation nationale. Et je ne vous parle pas de Sciences Po, de l'entrée à Sciences Po. Comme ils ont supprimé le concours maintenant, ils prennent à leurs mains les gens qu'ils veulent, qu'ils désirent, et donc on voit bien ce qu'ils veulent, c'est-à-dire des gens de la culture woke, des gens des banlieues. Est-ce que vous savez que dans l'entrée d'examen à Sciences Po cette année, il n'y a vous m'entendez, aucun élève de Henri IV et de Louis le Grand et du collège, du lycée catholique Franklin, c'est-à-dire les meilleurs lycées parisiens. Aucun élève n'est rentré à Sciences Po cette année. Voilà, c'est ça aujourd'hui l'éducation nationale. Et c'est ça qu'il faut briser. C'est un vrai scandale.
Et alors bon, on parlait d'économie, d'industrie, mais c'est pas à toi que je vais apprendre que évidemment notre choix de désindustrialiser nous a entraîné à la fois dans le déclin et dans l'asservissement, comme tu le disais très pertinemment. Merci. Juste. Merci, cher Eric Zemmour. Je laisse un droit de parole à Rafik Smati. Juste un petit mot sur l'éducation. Je partage la volonté absolue de faire une école d'excellence. Soyons là aussi, quand je parlais d'être offensif, soyons offensifs à ce niveau-là aussi. Une école d'excellence et notamment dans un certain nombre de disciplines, le fait que l'effondrement scientifique du niveau scientifique français aujourd'hui est une menace grave pour l'avenir et pour notre souveraineté future, parce que les grandes batailles de demain, les révolutions industrielles vont nécessiter un bagage scientifique très puissant, et cela se prépare et se joue dès aujourd'hui à l'école. Voilà pour ce petit mot. Parfait, merci. C'est un point d'accord en plus. C'est d'autant mieux pour finir cette séquence. La transition est toute trouvée, puisque Aurélien a une question à vous poser sur les jeunes. Merci. Donc l'avenir d'un pays, c'est sa démographie. Et je précise d'entrée de jeu que vous vous retrouvez tous les deux, non seulement sur l'immigration, Rafik défend également une politique d'immigration basée sur nos capacités d'accueil et d'assimilation. Mais surtout, il y a une autre question qui se profile. Vous avez parlé tous les deux de l'éducation. Nous défendons aussi la notion plutôt d'ailleurs d'instruction publique. L'éducation, c'est d'abord la famille. Et l'instruction publique, ça doit être les fondamentaux absolus pour ne pas décrocher dès la 6e que vous évoquiez. Ben, on a aussi un autre enjeu qui est le suivant, une bombe à retardement absolue. On a en France environ 1,5 million de jeunes, qu'on appelle en anglais des NEETs, ni en emploi, ni en formation, ni en recherche d'emploi. Parfois c'est du deal, parfois c'est autre chose. Et on a aussi évidemment d'autres jeunes qui parfois sont en emploi, mais qui ne se sentent plus non seulement français, voire parfois contre ce pays, dans lequel ils ne se ressentent plus. La question est la suivante. Comment on réintègre dans le système, je poserai d'abord la question à Rafik, tous les jeunes qui sont en décrochage sur le plan économique, sur le plan des connaissances, mais aussi comment on fait refaire nation, non seulement à ceux qui vont arriver à l'école maintenant, mais aussi à ceux qui ont mon âge, celui de jeunes, et qui ne se sentent aujourd'hui pas appartenir à la nation française. Ce sont deux questions très différentes, mais très importantes. Nous avons été victimes en France depuis une trentaine d'années de ce que j'appellerais un culte de l'intellectuel. C'est-à-dire qu'on a voulu faire de tous les enfants des universitaires. Et on a cassé, on a sacrifié une filière qui est pour moi la filière la plus noble qui soit, qui est celle de l'apprentissage. Et d'ailleurs, c'est un des aspects, c'est pas le seul, mais c'est un des aspects de la désindustrialisation. Or, la France, c'est aussi un savoir-faire, c'est aussi un artisanat, et donc renouer avec cet apprentissage, un petit peu sur le modèle suisse. Parce que je rappelle que le modèle suisse fait la part belle à l'apprentissage, et tu peux faire de l'apprentissage et ensuite regagner une très grande école. C'est possible, avec des systèmes de ponts. Vive l'apprentissage, vive les métiers manuels. Comme le dit l'expression populaire, il n'y a pas de sous-métier. Nous avons besoin de pâtissiers, nous avons besoin de couvreurs, nous avons besoin de menuisiers, nous avons besoin de jardiniers, nous avons besoin de... c'est une partie intégrante d'une nation. Et à charge, et pour être complètement honnête avec le gouvernement actuel, des efforts ont été faits. Jamais le niveau d'apprentissage dans notre pays n'a été aussi important qu'il ne l'est aujourd'hui. Mais il faut évidemment que ça aille plus loin. Et il faut que nous ayons la culture de l'apprentissage dans notre pays. Parce qu'un métier manuel n'est pas un mauvais métier. Et moi, si demain, l'un de mes deux fils me dit « Écoute papa, je n'ai pas envie de faire une grande école, mais j'ai envie de devenir menuisier parce que la menuiserie, c'est ma passion », eh bien, je l'encouragerai à s'exercer dans sa passion parce qu'on n'est jamais aussi bon que quand on est passionné. Ensuite, la deuxième question que tu poses, Aurélien, qui ne porte pas directement sur l'éducation, si je comprends bien, c'est comment un jeune se projette dans la nation française. Eh bien, là encore une fois, l'obsession d'un jeune, c'est quoi? C'est d'avoir une promesse d'avenir. Je vais prendre l'exemple d'un jeune, par exemple, issu d'un quartier difficile. L'obsession d'un jeune qui vient d'un quartier difficile, vraiment, Eric, c'est pas de devenir islamiste ou dealer. C'est pas son obsession. Quand tu vas le rencontrer et que tu lui dis qu'est-ce que tu veux faire dans la vie, eh bien, beaucoup d'entre eux, alors, il y a des voyous, j'insiste,
il y a des voyous, et ceux-là, il faut les traiter, il faut s'en occuper de manière particulière, avec une main qui ne tremble pas. On est parfaitement d'accord. Mais ces jeunes-là n'ont pas comme ambition de devenir dealers islamistes ou chômeurs. Ils ont simplement besoin de sentir qu'ils vivent dans un pays prospère qui leur permettra d'accomplir leurs rêves. Mais je vais poursuivre quelque chose d'important. Je te donne l'exemple de jeunes de quartier, mais c'est évidemment pas que un problème de jeunes de quartier, parce que quand tu es un jeune aujourd'hui qui habite dans la France, après moi de 90%. C'est un chiffre évidemment complètement sorti de ma tête. C'est-à-dire la majorité des jeunes aujourd'hui venus de l'immigration ne sont pas assimilés. Mais il y en a qui sont intégrés. Ils ont un travail. Je suis d'accord avec toi. Ils ne rêvent pas tous d'être dealers. Ce n'est pas mon thème. Tu comprends, je ne dis pas ça. Je dis simplement aujourd'hui, il y a des territoires en France qui ne sont plus en France. Et donc les gens ne sont plus français. Ils ont une carte d'identité française, mais ils vivent selon des mœurs et une civilisation qui ne sont plus français. Ça ne veut pas dire qu'ils rêvent tous d'être islamistes ou d'être dealers. Je n'ai jamais dit ça. Je dis simplement que quand l'Institut Montaigne fait une étude, demande aux gens qu'est-ce qui est le plus important, la charia ou les lois de la République, vous avez une majorité de jeunes de 18 à 25 ans qui disent la charia est plus importante. C'est tout ce que je dis. Ça s'appelle ne pas être français. Ça s'appelle vivre en France, mais ne pas être français. Et donc, pour faire des Français, il faut rétablir les lois dures de l'assimilation. C'est-à-dire exiger des gens qu'ils s'assimilent, qu'ils vivent selon les mœurs françaises, qu'ils ne brûlent pas leur femme parce qu'elle veut mettre des mini-jupes. Je vous rappelle que c'est ce qui est arrivé pendant les vacances. Un mari a brûlé une femme parce qu'elle voulait, j'ouvre les guillemets parce que c'est fondamental, vivre à la française. Tu vois que pour eux, ça veut dire quelque chose. Ils savent très bien ce que ça veut dire. Et donc ils le refusent. Beaucoup le refusent. Et qu'il y a effectivement, là où je te suis, c'est qu'il y a des gens qui le veulent, qui aimeraient vivre à la française, et qui ne le peuvent pas parce qu'ils sont sous pression des autres. Là, je suis d'accord avec toi. Et pour
pour ces gens-là qui veulent vivre à la française, qui ont compris qu'ils avaient quitté leur pays justement à cause de tous les tares et les souffrances que créait leur modèle de civilisation. C'est pas pour l'importer ici, c'est pas pour le ramener ici, parce que ça va être une catastrophe pour eux aussi. Donc pour eux, je dis bien, et pour la France, il faut d'abord arrêter tous les flux. Je dis pas en mesure de, comme on dit, en mesure de ses capacités d'accueil. Non, c'est encore trop. Il faut arrêter tout. Il faut zéro immigration. Il faut supprimer toutes les migrations familiales. Il faut verrouiller les étudiants qui viennent d'Afrique et du Maghreb. Il faut arrêter, il faut expulser tous les délinquants étrangers. 25% de délinquants étrangers dans les prisons françaises. C'est colossal. Ils n'ont rien à faire ici. On paye pour eux. Il faut rétablir les règles de l'assimilation, c'est-à-dire à obliger des gens à donner des prénoms français. Les gens ne peuvent ne pas accepter. Je comprends très bien qu'on veuille persévérer sa civilisation, mais pas chez nous. Je comprends très bien, c'est très respectable de vouloir persévérer et poursuivre sa civilisation. C'est justement ce que je veux pour la civilisation française. Mais dans ce cas-là, il faut qu'ils rentrent chez eux. Et je vais te dire, il y a un chiffre que je donne souvent parce qu'il est très révélateur. Le grand historien Pierre Milza, qui était mon professeur à Sciences Po quand j'étais jeune, avait écrit un livre, il était d'origine italienne, et il avait écrit un livre sur l'immigration italienne en France. Et il avait donné un chiffre entre 1870 et 1940, 3 millions d'Italiens étaient venus en France. Et il donnait le chiffre de ceux qui étaient restés, qui n'étaient pas rentrés. C'est 1 million. C'est-à-dire qu'il y avait un tiers qui était resté. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, la Troisième République, qui avait bien des défauts, mais avait une vertu, c'est qu'elle assimilait les gens. Et que ceux qui étaient assimilés, eh ben, ça donne Michel Platini. Ceux qui n'étaient pas assimilés, eh ben, ils sont rentrés en Italie. Parce qu'ils refusaient, ils voulaient continuer à être italiens. C'est bien leur droit. Et tu vois, le rapport, il est de 2 tiers, 1 tiers, avec des Italiens qui étaient ce qu'on a de plus proche du peuple français. Tu connais la blague célèbre, qu'est-ce qu'un Italien, c'est un Français de bonne humeur. Eh ben, voilà, et moi vraiment, je me sens chez moi en Italie. En plus, mon côté napoléonien fait que je pense que la moitié de l'Italie aurait dû être française. Mais bon, ça, je passe. Ou que la France aurait dû rester romaine. Ah oui, c'est une vraie question. Non, mais plaisanterie mise à part, tu vois, je pense qu'il faut rétablir ces lois-là. Et on refera la France. On refera la France avec des Français qui veulent être Français. Les autres n'ont rien à faire ici. Je ne les déteste pas, je ne les hais point. Au contraire, je les comprends. Je comprends très bien, je le répète, qu'on veuille, avec ce que j'ai dit tout à l'heure sur l'inconscient collectif, etc. Je comprends très bien qu'on veuille continuer sa civilisation, la civilisation de ses pères, etc. Simplement, je dis, continuer la civilisation de ses pères sur une terre qui n'est pas de cette civilisation de ses pères, ça s'appelle la coloniser. Il y a, Eric, à mon avis, 2 sujets différents dans ce que tu viens d'exposer. Tu donnes l'exemple de la femme qui se fait immoler. Pardon, mais c'est un problème de droit public évident, et j'ose espérer que la riposte républicaine et judiciaire sera à la hauteur de ce qui s'est passé. Alors si elle ne l'est pas, c'est un problème de désarmement au niveau de notre justice, dont je rappelle qu'elle a un budget qui est inférieur à celle du ministère de la Culture. Tu as tout à fait raison. Donc, Rafik, que faisait ce type en France? C'est ça ma question. Alors ensuite, ensuite, il y a un deuxième point, cher Eric. Il y a un deuxième point. Il est évident que quelqu'un un délinquant qui commet, et c'est là où nous avons été faibles. Un délinquant qui commet un délit dans notre pays n'a évidemment rien à faire de notre pays. On est absolument d'accord là-dessus. Mais le sujet, il est d'une autre nature. On parle de l'assimilation. On parle parce qu'en réalité, la plupart des gens auxquels tu fais référence sont, pour la plupart d'entre eux, nés en France. Donc pas tous, mais il y en a beaucoup. Une grande partie d'entre eux. Il y en a beaucoup. Parlons d'assimilation. Pour moi, l'assimilation, ça va plus loin qu'une histoire de prénom. Je m'appelle Rafik, Eric. Et est-ce que tu me considères comme français? Non, mais tu n'es pas né en France. Oui, tu l'as dit toi-même. Moi, je te considère évidemment comme français. Mes parents auraient pu arriver en Algérie 2 ans avant ma naissance, et ils m'auraient sans doute appelé Rafik. Et ils auraient eu tort.
Parce qu'il n'aurait d'abord pas respecté la loi. Et j'aurais sans doute été le même que je suis aujourd'hui. Oui, mais non, je suis pas d'accord. Donc, tu es en face de Il toi. D'abord, il n'aurait pas respecté la loi. Non, mais Puisque la loi n'a été abolie qu'en 1993, et je pense sans te faire honte que tu es plus vieux que ça. Donc, tu ne devrais pas t'appeler Rafik. Et en plus, si tu veux, je pense. Alors là, vraiment, c'est une discussion intéressante d'ailleurs, parce que on l'a travesti. Tu sais, tu as vu la pièce de théâtre ou le film avec Bruel, Le Prénom. Tu te souviens de cette histoire assez drôle où des gens font une blague à leurs amis bien pensants en disant qu'ils vont appeler leur enfant Adolphe. Et évidemment, ça fait scandale, les amis s'engueulent. C'est très drôle et c'est très bien joué, c'est très amusant. Mais qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que contrairement à ce qu'on dit, le prénom a une signification civilisationnelle et historique. Tu sais, avant Adolphe, c'était Guillaume qu'on ne voulait pas donner aux enfants français parce que c'était Guillaume II, l'empereur d'Allemagne. Et après, c'est Adolphe. Mais aujourd'hui, si on appelle son enfant Mohamed, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie, je suis de civilisation musulmane et je veux persévérer, je veux que mon enfant continue la civilisation musulmane. C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, ça s'appelle la colonisation. C'est exactement ce que les Français ont fait en Algérie. Ils n'ont pas appelé leurs enfants Mohamed, ils ont appelé leurs enfants Pierre et Nicolas. Et ils ont très bien fait. Seulement, ça s'appelle une colonisation pour une terre musulmane. Et bien, en France, appeler son enfant Mohamed, c'est coloniser la France. Et c'est comme ça. Parce que après, si tu veux le nom, pour rappeler les origines, on a le nom. Tu t'appelles Smati, je m'appelle Zemmour. Zemmour en berbère, ça veut dire Olivier. On ne peut pas dire que j'ai un nom nordique. On ne peut pas dire que j'ai une tête nordique. Tu sais, quand j'ai débattu avec Yacine Bellatar, il voulait se moquer de moi et il m'a dit vous ressemblez à mon oncle qui est primeur et qui vend des fruits, etc. Mais j'étais ravi. J'étais ravi parce que ça veut dire que ce type ne comprend rien à la France. Parce que oui, moi, j'ai une tête comme toi, de gars qui vient de l'autre côté de la Méditerranée. Mais la France, c'est pas la tête. C'est pas le sang, c'est pas la race. Ça, c'est l'Allemagne d'avant la Première Guerre mondiale. La France, justement, c'est Ernest Renan qui a inventé ce concept absolument génial, qui est, non pas le vivre ensemble, comme on dit bêtement aujourd'hui, mais hériter d'une histoire passée, vouloir la continuer et vouloir vivre ensemble pour continuer cette histoire. On ne cite jamais sa phrase entièrement. Et vouloir continuer cette histoire, ça veut dire ne pas dire à son enfant qu'il s'appelle Mohamed. Ça veut dire à son enfant qu'il s'appelle Louis, parce que Louis, c'est le prénom des rois français. C'est ça, la France. Je suis désolé de le dire, je sais que ça scandalise, je sais que ça agace beaucoup, parce qu'on croit que ça contrevient à la liberté individuelle, alors que c'est faux. La liberté individuelle, elle n'existe pas là-dedans. Ils donnent des prénoms pour continuer une histoire millénaire. Il n'y a rien d'individuel là-dedans, il n'y a rien de personnel. C'est au contraire le comble de la soumission à une histoire millénaire qui n'est pas la nôtre. Tu vois ? Ce qui importe à mes yeux, cher Eric, c'est l'amour de la France. C'est le fait de s'approprier son histoire. Il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Est-ce que tu préfères... Est-ce que tu préfères... Mais non, je regrette. Je regrette et je ne partage pas parce que je n'ai pas de preuve de mon amour de la France à partager avec vous. Tu en as donné beaucoup. Même si certains d'entre vous le savent, mais je me revendique, quelqu'un qui m'appelle Rafik. J'aurais pu m'appeler Rafik en étant né en France et je me sens habité par l'histoire de la France, habité par ses valeurs. Et donc je considère que cristalliser sur cette question-là, c'est précisément un élément qui est tout sauf rassembleur. Aujourd'hui, nous avons besoin de rassembler les Français. Non. Demande demande aux jeunes, exige qu'un jeune s'approprie l'histoire de France. Là, je suis d'accord. Exigeons que nous fassions corps avec une histoire commune, que nous fassions société et que nous créions un avenir en commun. Faisons en sorte que tous les jeunes de France aient une admiration pour Napoléon Bonaparte, pour Louis Pasteur et pour tous les autres. Et là, on gagnera, qu'ils s'appellent Rafik, Pierre, Paul ou Jacques. Non. Je vous propose... Non, pardonne-moi Rafik, l'objectif n'est pas de rassembler. Il n'est pas de rassembler à n'importe quel prix. Il n'est pas de rassembler. C'est ce qu'on fait depuis 40 ans. Mais autour de ce qu'est la France, c'est ce que font nos élites. C'est ce que font nos élites. L'objet n'est pas de rassembler. Il est au contraire de dire qui veut être français. Et qui, aujourd'hui, veut être français. Ce n'est pas interdit de ne pas vouloir être français. Le jeune homme l'a dit très bien. Il y a beaucoup de jeunes qui ne veulent pas être français. Ils ont le droit. Moi, je ne leur interdis pas.
j'ai du mal à comprendre qu'on ne veuille pas être français, parce que moi, j'ai une vénération pour la France et pour la culture française, et moi, j'ai l'impression d'être le compatriote de Chateaubriand, et il n'y a pas plus chic au monde que ça. Donc, si vous voulez, donc là, à partir de là, donc pareil. Bon, bah voilà. Donc, Je vous propose. Voilà. Mais pour le reste, on n'est pas obligé de rassembler à tout prix, parce que depuis 40 ans, on n'entend que nos classes politiques qui ne parlent que de rassemblement, et c'est toujours au prix de l'assimilation française. Moi, je veux assimiler, je ne veux pas rassembler. Voilà. Alors, ceux qui ne veulent pas s'assimiler, ils ont le droit de partir. Oui, mais tu as deux rassemblements possibles, cher Eric. Tu as le rassemblement par le bas, sur le plus petit dénominateur commun, et c'est ce qu'on a fait depuis 40 ans. Et tu as le rassemblement par le haut, autour d'une vision, autour d'un projet, autour d'une idée de la France que l'on partage, et autour de laquelle on réussit à susciter une envie de France. Et c'est sur ça que nous devons nous battre. C'est pas incompatible, Rafik. Tu comprends, c'est pas incompatible, t'es d'accord. Mais dans ce cas-là, mais je suis d'accord avec toi, mais il faut être ferme sur on va pas les rassembler à tout prix. S'ils pensent que la charia est plus importante que les lois de la République française, eh ben, ils n'ont pas leur place ici. C'est tout ce que je dis. Et ils ont le droit, encore une fois. Je n'interdis rien et je ne condamne pas des civilisations millénaires. Mais il faut savoir que ces civilisations millénaires s'affrontent depuis 1000 ans. Et qu'en vérité, il faut choisir entre les civilisations. On ne peut pas être de deux civilisations à la fois. Ce n'est pas vrai. Mais tu sais, Eric... Bah, c'est pas vrai. Brodel ne dit pas ça. Brodel dit... Alors, puisque vous citez Brodel, c'est très intéressant. Brodel, dans son dernier livre sur l'identité de la France, écrit « Pour la première fois de son histoire, la France a un problème colonial fiché sur son territoire. » C'est vrai ou pas? Je vous propose juste d'avancer ensuite sur la séquence suivante. Non, mais là encore une fois, on est sur des bons sujets, donc c'est important. Moi, je crois une chose, j'en suis persuadé. Il y a, Eric, évidemment, et on ne va pas être naïf, il y a en France des zones de non-droit, il y a des personnes qui posent problème, et nous devons tout faire pour rétablir l'ordre de notre pays par tous les moyens. Je dis bien par tous les moyens. Maintenant, ce qu'il y a de délicat, je crois, dans le discours que tu tiens, c'est que tu vas voir le jeune Farid que j'ai rencontré il n'y a pas longtemps dans les quartiers nord de Marseille, qui, en discutant avec lui, il me dit « j'ai envie d'être informaticien ». Alors il s'intéressait à mon expertise et mon expérience d'entrepreneur, etc. Je lui ai donné des conseils. Le même d'ailleurs qui, quelques jours ou quelques semaines plus tôt, était allé à un match de l'équipe de France avec un drapeau français. Et bien, je crois que ce jeune, si tu lui dis, bah, écoute, vu ton prénom, t'es pas français, j'ai pas dit ça. Tu auras du mal à l'embarquer dans le récit dans lequel il pourrait rentrer, mais dans le grand récit, pas le petit récit du petit dénominateur commun. Deux choses. D'abord, je ne comprends pas, pardonne-moi, hein, je ne comprends pas pourquoi des générations d'immigrés ont adopté des prénoms français et qu'aujourd'hui, les nouveaux ne le feraient pas. Il y a des catégories de sous-hommes et de surhommes. Alors aujourd'hui, c'est des surhommes, et jadis, les Italiens, les Belges, les Polonais, Raymond Coppa, à qui on a dit « ton Coppa c'est ski, là tu le coupes en deux, et puis tu t'appelles Coppa, et puis tu vas t'appeler Raymond », c'est un sous-homme celui-là. Et aujourd'hui, il y en a qui ont le droit de garder leur prénom, etc. Non, je ne suis pas d'accord. Rien que pour une question d'égalité à travers le temps. Et deuxièmement, je pense que c'est pour lui que c'est mieux. Tu sais, il y a eu, je le dis, c'est pour lui. D'abord parce que je maintiens qu'un prénom donne une direction, un destin. Et deuxièmement, tu as entendu parler bien sûr de cette étude où on a envoyé des CV à des patrons. On a envoyé des CV à des patrons avec un nom français classique, Marie Durand, un nom de culture arabo-musulmane, c'est-à-dire Malika, et un nom arabe évidemment, et c'est là où ça devient intéressant, un troisième avec Marie, mais un nom africain. Et l'étude, c'est là où ça devient intéressant, c'est que celle, en l'occurrence, qui avait le prénom musulman, a eu beaucoup moins de réponses que les autres. En revanche, celle qui s'appelait Marie avec un nom africain a eu autant de réponses que celle qui s'appelait Marie Durand. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que les Français ont très bien compris. Il y a des gens qui viennent de partout, il y a des gens qui viennent d'ailleurs, et ça, c'est leur droit, et c'est leur génie, et c'est leur histoire, etc.
Mais quand ils viennent en France, ils font l'effort d'acquérir un prénom français, de rendre hommage à la culture française. Les Asiatiques le font. Pourquoi les Asiatiques le feraient et pas les Maghrébins? Je vais te dire pourquoi. Parce que les Maghrébins ne veulent pas trahir l'islam et que pour eux, c'est un prénom chrétien. Pourquoi les Juifs d'Afrique du Nord l'ont fait? Pourquoi? Alors qu'on avait des prénoms de la Bible. Et pourquoi mon grand-père qui s'appelait Jacob s'est appelé Justin? Pourquoi? Pourquoi les autres ne le feraient pas? Tu crois que mon grand-père ne respectait pas son histoire, sa religion, son passé? Pourquoi? Il s'est fait appeler Justin. Voilà, comme un empereur romain. Ça devrait te plaire. Je vous propose d'avancer. Merci beaucoup.
fondamentalement les politiques publiques pour redonner du souffle aux forces productives de notre pays, parce que ce sont nos entreprises, nos chercheurs, nos scientifiques qui créeront et qui travailleront sur la France de demain, et en parallèle renforcer massivement les pôles régaliens de notre État pour nous permettre de nous affirmer comme une nation-puissance, parce que si la France, je le répète, ne s'affirme pas comme une nation-puissance, elle sera broyée dans les grandes évolutions géopolitiques des 50 prochaines années. Je pense que ma réponse à votre dernière question, évidemment, est la logique, s'inscrit logiquement dans ce que j'ai dit depuis le début. C'est-à-dire que pour moi, d'abord, la première question est identitaire et civilisationnelle, et donc le premier sujet pour moi, c'est d'arrêter l'immigration et de faire un référendum pour demander au peuple s'il est d'accord pour changer radicalement notre politique d'immigration. C'est la première fois qu'on le consultera sur ce thème. Il n'a jamais été consulté. Quand je dis arrêter, ça veut dire, je le répète, fin du regroupement familial, suppression du droit du sol, arrêt des étudiants africains, préférence nationale pour toutes les allocations de solidarité, logement, familial, etc. Deuxième sujet fondamental, qui est de reprendre le pouvoir aux juges. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus dans une démocratie. La démocratie, c'est le régime du peuple, par le peuple, pour le peuple. Nous sommes dans une oligarchie judiciaire, un gouvernement des juges. Et aujourd'hui, c'est le Conseil constitutionnel, c'est le Conseil d'État, c'est la Cour de justice européenne, c'est la Cour européenne des droits de l'homme qui dirige le pays. On ne le sait pas, mais c'est ça la vérité politique. Et quand vous voyez le Conseil d'État qui dit au gouvernement que sa politique climatique n'est pas à la hauteur, de quoi il se mêle? Il a été élu par qui? Quand vous voyez le Conseil constitutionnel qui interdit, au nom du principe de fraternité, liberté, égalité, fraternité, qui interdit de punir quelqu'un qui fait passer des immigrés clandestins, c'est absolument scandaleux. Il faut arracher le pouvoir à ces gens. Nous vivons aujourd'hui, on aime, Rafik et moi, l'histoire de France. L'histoire de France, tout recommence toujours. C'est simple. Qu'est-ce qui s'est passé à la fin du XVIIIe siècle? Il y a eu la révolte des parlements, ce qu'on appelle les parlements d'Ancien Régime, c'est des cours de justice, et qui ont arraché le pouvoir au roi, malgré ses efforts. Le roi Louis XV a longtemps cédé, et puis finalement il s'est rebellé, et cet abruti de Louis XVI a supprimé tout son travail et a remis et a rappelé les parlements d'Ancien Régime. Il l'a payé de sa tête. Parce que les parlements d'Ancien Régime avaient pris le pouvoir, et d'ailleurs c'est très amusant à regarder, je fais une parenthèse, c'est qu'ils faisaient exactement comme nos cours d'aujourd'hui. Nos cours d'aujourd'hui disent « Ah, bah dans la Déclaration des droits de l'homme, dans tel article, il y a ça, donc on vous interdit de faire ça. » Les parlements d'Ancien Régime faisaient pareil. Oh, dans tel texte de Clovis ou de Childebert, il y avait ça, donc la monarchie n'a pas le droit de faire ça. C'est toujours la même logique judiciaire. Il faut arracher ça, donc il faut réformer la Constitution pour que le Conseil constitutionnel ne dirige plus le pays, pour que le Conseil d'État ne dirige plus le pays, pour que la Cour de justice européenne et la Cour européenne des droits de l'homme ne dirigent plus le pays. C'est fondamental. Ça, je crois que c'est les deux mesures essentielles. Ensuite, il y a ce que j'ai dit, c'est-à-dire la réforme de l'éducation. Le rétablissement d'une école républicaine française. Il y a évidemment la réindustrialisation, mais ça maintenant c'est devenu un lieu commun. Quand on le disait il y a 10 ans, on passait pour un abruti, et maintenant tout le monde le dit. Et là, je suis tout à fait preneur du plan de Rafik pour alléger les dépenses de l'État de 130 milliards, sans réduire les services publics, et pour effectivement, alors là je suis tout à fait d'accord avec toi, pour amener le budget de la défense à 3% du PIB, pour redonner plus d'argent à la justice. Là je te suis mais 1000 fois. Mais tu vois, c'est toujours le sens de notre discussion. C'est que moi je mets au-dessus, hiérarchiquement simplement, ça ne veut pas dire que les autres n'ont pas d'importance, mais hiérarchiquement, je pense qu'il faut d'abord sauver le pays. Je pense que nous sommes engagés dans un combat pour sauver la France telle qu'elle est. C'est ça le combat essentiel. Et après, mais je prends tout ton plan et je l'adopte et j'y adhère et je suis sérieux. Je suis sûr qu'il sera bien fait, je suis sûr qu'il est bien fait et qu'effectivement tu vas redynamiser l'économie. Pas que l'économie.
Évidemment, cher Éric Zemmour, je veux sauver la France aussi. Mais peut-être Telle qu'elle est. que la différence, elle est de la certitude qui m'habite, selon laquelle on ne pourra sauver la France que si on la remet dans une dynamique positive de civilisation. Et d'ailleurs, je voudrais rebondir sur la question d'Eugène, parce qu'il y a un point important sur les priorités du prochain quinquennat. Il y en a une qui est majeure, c'est lancer, et ça relève du régalien, lancer la construction de nouveaux réacteurs de type EPR. Pourquoi ? Parce que nous sommes en train de basculer vers le tout électrique, et c'est heureux. En 2035, ça sera la fin des moteurs thermiques. Fini les voitures diesel, essence et même hybrides. Et donc, qu'est-ce qui va se passer ? Il en faudra de la puissance électrique pour faire rouler 30 ou 40 millions de véhicules électriques dans notre pays. Alors, certains diront, oui, mais ça sera peut-être de l'hydrogène. Oui, mais il faut aussi de l'électricité pour produire de l'hydrogène par électrolyse. Donc, on va avoir besoin de beaucoup d'électricité, beaucoup plus que nous n'avons aujourd'hui. Et ce n'est pas les moulins à vent là qu'on est en train de construire et les quelques centrales solaires qui permettront de subvenir à ces besoins. Donc, nous avons besoin, dès maintenant, sans tarder, de lancer un programme offensif de construction de nucléaire de 3e génération, sans quoi on se retrouvera en 2030-2032 avec une gueule de bois énorme, avec 10 millions de véhicules électriques qui tourneront, mais une incapacité à pouvoir les alimenter. Donc qu'est-ce qu'on fera ? On rouvrira des centrales à charbon dans l'urgence, ou pire, on sera victime de grandes pannes de courant géantes, et ce sera d'une certaine façon une manifestation de la régression de notre pays. Donc ce programme est majeur, et il faut le lancer dès maintenant, en attendant, j'insiste, ce qui arrive après, parce que là aussi, le génie français est en action. Regarde ce qui se passe à ITER, c'est pas loin d'ici, à quelques kilomètres. ITER, où on est en train de préparer le nucléaire de 4e génération. La fusion nucléaire, une énergie quasiment illimitée avec très peu de déchets, ça fait partie des choses qui vont se passer après, mais on a besoin d'une énergie de transition, et ça doit se décider maintenant. Je suis tout à fait... Je suis tout à fait d'accord sur le nucléaire, évidemment. Je pense d'ailleurs qu'en plus, ces éoliennes sont d'une laideur repoussante, et donc il faut arrêter ce massacre. En plus, là on voit encore le côté criminel de nos gouvernants depuis 20 ans, avec cet objectif de réduire la part du nucléaire de 70% à 50%. Pourquoi pas 20 pendant qu'ils y sont? D'ailleurs, c'est l'objectif en vérité. Je pense qu'il faut... nous avions, comme d'habitude, c'est exactement notre discussion sur l'école, sur le modèle d'assimilation, etc. C'est toujours la même discussion, en vérité. On avait un modèle admirable. Nos élites lui ont craché dessus pendant 40 ans et ont entrepris méthodiquement de le détruire. C'est la même chose pour le nucléaire. Le général de Gaulle, Georges Pompidou et Valéry Giscard d'Estaing. On l'oublie toujours, et même moi j'ai tendance à l'oublier, c'est pour ça que je le rajoute, parce que c'est lui qui a fini le boulot dans les années 70. On avait un modèle qui était sur le nucléaire. Je me souviens d'avoir lu une discussion entre Helmut Schmidt, le chancelier allemand, et Valéry Giscard d'Estaing, quand il était président, Helmut Schmidt lui disant « Je vous envie, vous les Français, d'avoir ce incroyable développement de l'énergie nucléaire. Nous, pour des raisons historiques, évidemment, on n'a pas pu le faire. Parce qu'il faut rappeler quand même que l'énergie nucléaire civile est évidemment reliée au nucléaire militaire. Et d'ailleurs, tu as vu que Emmanuel Macron essaye désespérément de rattraper sa scandaleuse bévue d'il y a 5 ans, c'est-à-dire quand il a milité auprès de Hollande pour vendre Alstom à General Electric, et en particulier la technologie Arabelle, la fameuse technologie nucléaire française qui était vraiment une pépite française, qu'on a vendue à General Electric. Et maintenant, Emmanuel Macron essaye de rapatrier cette technologie, de la racheter à General Electric, parce qu'il a enfin compris que c'était essentiel pour la technologie française et pour le pays. On a vraiment l'impression qu'Emmanuel Macron fait son stage de l'ENA à l'Élysée. C'est assez formidable. Bon. Remarquez, c'est bien, au moins il comprend les choses au bout de plusieurs années, alors il essaye de rattraper ses bêtises d'avant. C'est pas mal, quoi. On va devoir bientôt conclure ce débat. Il y a beaucoup de sujets qui sont à la fois d'urgence et de long terme, donc on n'a pas balayé. Par exemple, un au hasard qui est la politique familiale. L'idée de relancer la natalité qui est absolument
démographie, c'est le destin, comme disait Geoffroy Auguste Comte, et d'autres comme le système de santé qui a montré toute son urgence. On va devoir conclure sur la citation de deux marxistes, ça vous plaira à tous les deux. Gramsci qui disait que le pessimisme de la connaissance n'empêchait pas l'optimisme de la volonté. Je vais donc vous demander si vous êtes d'abord optimiste ou pessimiste sur les prochaines années, non seulement sur ce qui va arriver sur une trajectoire linéaire qui est celle du déclin et de la décomposition, mais sur la capacité à inverser, passer de la décadence à la renaissance. Et l'autre citation d'un certain camarade Lénine qui disait « Que faire ?» à chacun de ses discours. Je pense que les deux questions sont liées, je vous laisse commencer. Donc, les derniers finiront les premiers, Monsieur Zemmour. Tu veux que je commence? Écoutez, moi je refuse de rentrer, j'aime bien cette phrase, ça me rappelle ma jeunesse, on la sortait dans toutes les dissertations, donc ça me rajeunit. Je refuse de rentrer dans la logique, dans la dialectique optimiste-pessimiste. Parce que le pessimisme est tout de suite taxé de défaitisme. Et en vérité, les optimistes béats, qu'on subit depuis 40 ans, tout ira bien, ne vous inquiétez pas, sont des criminels. Et je pèse les mots, je n'emploie pas ce mot au hasard. Je pense que l'optimisme des élites françaises depuis 40 ans a été criminel et qu'il nous mène à la mort programmée de la France. Et donc, je ne serai optimiste que si les Français prennent conscience qu'ils sont en danger de mort. C'est-à-dire que nous vivons une situation qui n'est pas commune, parce que d'habitude, le pays était en guerre avec des ennemis, alors soit on gagnait, soit on perdait, soit on occupait les autres, soit on était occupé. C'est toute notre histoire depuis 1000 ans. Mais là, on a dans une situation très inédite, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de guerre officielle, mais qu'en vérité, il y a une guerre de civilisation sur notre sol. Et donc je pense qu'il faut que les Français en prennent conscience. Et je serais optimiste si j'étais sûr que les Français vraiment en avaient pris conscience. Et, d'ailleurs, je pense que de plus en plus de Français, je vois dans mes discussions autour de moi, je vois dans certains sondages, etc., il y a à peu près, sur tous les sujets que j'ai évoqués, un bloc de Français de 70% qui est plutôt d'accord avec moi. J'étais longtemps ultra minoritaire, je me souviens de mes premiers livres qui étaient brocardés à la télévision, on me tirait dessus comme sur une cible. Je pense qu'aujourd'hui, au contraire, il y a un bloc de Français de 70% qui veut que la France reste la France. Et je pense que c'est ça, maintenant, l'enjeu, c'est de le rassembler, pour parler comme Rafik, c'est de le rassembler politiquement. Ce n'est pas un enjeu facile, mais je pense que c'est le seul enjeu dans la situation qui nous attend. C'est comment rassembler ce bloc de 70% qui pense qu'on n'est plus en France, aujourd'hui, en France, dans beaucoup de villes, de bourgs, de banlieues, etc. Il a vu de quel prix on paye la volonté de rassembler les droites pour pouvoir imposer ce discours et cette politique. Vous savez, la politique que je défends n'est rien d'autre que celle définie par la convention du RPR et de l'UDF en 1990. Il y avait tout. Il y avait tout ce que je dis aujourd'hui est là-dedans. Il n'y a rien de nouveau. Simplement, on ne l'a jamais appliqué. Et pourquoi? Parce que la gauche a eu le génie de diviser les droites, d'inventer une espèce d'épouvantail de théâtre, je reprends l'expression de Lionel Jospin lui-même, fascisme de théâtre en parlant de Jean-Marie Le Pen, de diviser cet électorat qui doit se rassembler, c'est-à-dire les bourgeois LR et les classes populaires du RN, on doit se rassembler pour
imposer notre politique et pour sauver la France telle qu'elle est. C'est la seule solution. Sinon, on continuera à être l'otage. Vous parliez de Gramsci et de la guerre idéologique. On continuera d'être soumis à la gauche qui choisit qui est républicain, qui ne l'est pas. La maîtrise de notre État et de sa puissance est la base d'une politique de long terme. Mais ensuite, une fois que ce prérequis est posé, se pose la question, et c'est mon obsession, de la France de 2050. Parce que comment allons-nous embarquer 70 millions de Français? On va les embarquer en disant on va réduire la dette. On ne va pas embarquer un peuple et créer la France du XXIe siècle, parce que je fais partie de ceux qui pensent que la France est une civilisation et que cette civilisation, elle a un rôle à jouer dans le monde et que c'est un phare qui rayonne partout sur la planète. Et d'ailleurs, les peuples du monde entier nous observent et nous regardent. On a toujours été à l'avant-garde des grandes évolutions du monde. Nous sommes aujourd'hui à l'aube d'un changement de civilisation majeur, porté par notamment une révolution technologique qui va tout bousculer sur son passage, et y compris notre relation à l'espèce humaine. Nous allons être confrontés à des nouvelles formes de totalitarisme, notamment venant de ces multinationales sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle démocratique. Nous allons être confrontés à des dangers majeurs, peut-être climatiques. Et donc c'est la préparation de toutes ces batailles aujourd'hui qui doit nous mobiliser. Et nous avons en France, et c'est ma certitude, cher Eric, nous avons toutes les forces vives, productives, nous avons les meilleurs ingénieurs du monde. D'ailleurs, beaucoup d'entre eux s'expatrient. Nous avons les meilleurs ingénieurs du monde, nous avons les meilleurs mathématiciens, nous avons des entrepreneurs de génie. Mais la France, telle qu'elle est aujourd'hui, notamment pour des raisons, et j'en reviens à cet État qui déconstruit justement aujourd'hui, eh bien, ces gens-là n'ont pas la capacité de construire la France de demain. Je rencontrais il n'y a pas longtemps le patron d'une société française qui produit une machine, un véhicule électrique qui s'appelle Opium Machina. C'est potentiellement le futur Tesla français de l'hydrogène. Bon. Un savoir-faire créatif, d'ingénieur fantastique. Et c'est une machine qui fonctionne, hein, je l'ai vue, et elle coûte pas 10 millions d'euros. Mais ensuite va se poser la question de comment va faire cette entreprise pour produire des dizaines de milliers de véhicules, des centaines de milliers, des millions de véhicules. Et aujourd'hui, l'écosystème français ne lui permettra pas de le faire. Donc si nous voulons être conquérants dans les grandes batailles qui sont devant nous, eh bien nous avons le devoir de nous projeter dans cet avenir et de nous reposer sur le génie français en faisant régner l'ordre de manière implacable, cher Eric. Mais c'est cet entrain vers l'avenir, c'est cette vision positive de l'avenir de notre pays qui nous permettra de rassembler nos compatriotes, quels qu'ils soient, non pas autour du plus petit dénominateur commun, parce que je déteste ça, c'est une lâcheté, rassembler pour rassembler, non, rassembler autour d'une grande et belle idée qui s'appelle la France. Mesdames et messieurs, je vous prie d'applaudir Rafik Smati et Éric Zemmour. Merci.